Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Joseph. Bonjour Valérie. Merci d'être là, Joseph Ruiz qui remplace avantageusement notre ami Gilles Gansman qui a pris une semaine de vacances. Vous le remplacez pour le zapping. Dans un instant, c'est Gérard Lanvin et Fabien Antenente qui seront avec nous pour nous parler de cette fiction formidable ce soir sur France 2, Les Enfants des Justes, adapté du livre de Christian Signol. Grande soirée sur France 2 autour de cette période avec un document inédit qui sera diffusé tout de suite après. La question du jour, Joseph. TF1 a annoncé pour la première fois de son histoire ne pas consacrer toute sa soirée du 10 avril à l'élection présidentielle et diffusera Les Visiteurs à 21h20. Du coup, on demande, comprenez-vous cette décision? Vous pouvez voter sur notre Twitter, @SudRadio, ou dans l'onglet Communauté sur notre chaîne YouTube. Eh oui, parce que c'est quand même inédit. En général, c'est des soirées qui s'étirent et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de se dire, sur toutes les chaînes, on a les mêmes invités qui passent d'une chaîne à l'autre. Donc, est-ce que c'est une bonne initiative de la part de TF1? Vous pouvez évidemment voter. On passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Combien de soldats russes sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine? 498 morts selon le dernier bilan officiel russe, ou 15 300 comme l'affirme le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne. La guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'information. Christophe Kenck, grand reporter, a couvert plusieurs conflits et était sur le plateau de C'est ce soir. Il vient tout juste de revenir d'Ukraine et livre son avis sur la question. Non, moi je pense que les pertes russes, il faut à peu près les diviser par deux en fait, parce qu'en termes de désinformation, ils sont aussi forts d'un côté comme de l'autre. Donc on peut estimer aujourd'hui à peu près, hein, mais c'est une estimation, ça reste toujours quelque chose de global, à 7000, 7500, 6000. Ce qui serait colossal, C'est énorme. Avec 10 000 blessés. En 26 jours. Donc pour une armée de 150 000 hommes, et on sait très bien qu'il n'y a pas 150 000 hommes sur les lignes de front, hein, Oui. je crois que le ratio c'est 1 pour 6 ou 1 pour C'est 7. beaucoup. Donc ça fait pas non plus beaucoup de monde pour attaquer l'Ukraine en fait. Ouais. Et là, pour revenir sur l'image de Mariupol, moi ça me rappelle effectivement Grozny, ouais. Et finalement, Poutine, sur sa deuxième guerre, a réussi à faire piller Grozny et donc la Tchétchénie. Bah, on verra pour Mariupol comment ça va se passer en fait. Toujours très intéressant le témoignage de ceux qui reviennent d'Ukraine. Christophe Kenck a couvert plusieurs zones de guerre. Il a donc croisé des centaines de fixeurs. Ce sont des locaux qui aident les journalistes à se rendre aux bons endroits, à parler aux bonnes personnes, à comprendre très rapidement des zones qu'ils ne connaissaient pas forcément hier et qui en plus se fait détruire chaque minute un peu plus. Reporters sans frontières a recueilli l'histoire d'un fixeur et interprète de 32 ans, un témoignage glaçant. Il dit avoir été victime d'actes de torture de la part de l'armée russe après avoir été enlevé pendant 9 jours en Ukraine. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, raconte l'horreur. Il s'est fait extraire de son véhicule et là, il a vécu 9 jours d'horreur. À base de détention attaché à un arbre pendant 48 heures dans le froid. Il a eu droit à des simulacres d'exécution, c'est-à-dire qu'on lui a laissé penser qu'on était en train de le flinguer, définitivement. Il a été torturé, on lui a passé un couteau sur la joue en le remontant vers l'œil, et il a eu droit à des électrodes, torture à l'électricité. Il a été séquestré, pardon, et j'en passe, hein, je ne raconte pas tout, mais les scènes sont vraiment horribles. Il a été séquestré dans une cave avec d'autres co-détenus remplis d'eau. Bref, c'est un miraculé. Ouais. C'est sur le plateau de TPMP qu'il a raconté ça, et ce témoignage, si vous le voulez retrouver, il est c'était sur France Info. On va écouter une séquence désormais qui en étonnera certains, d'autres peut-être moins. Hier soir, le magazine Valeurs organisait un débat au Dôme de Paris. Valeurs actuelles. Ouais. Au Dôme de Paris, la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, répondait aux questions de Charlotte Dornelas dans un échange consacré à la question des réfugiés ukrainiens, mais aussi à la lutte contre le séparatisme. Éric Ciotti était également de la partie, comme Jordan Bardella et Éric Zemmour. Ses électeurs, d'ailleurs, étaient présents en masse. Et qui a chauffé la salle dans un sketch de plusieurs minutes? Gaspard Proust. Et quand il a prononcé le nom d'Éric Zemmour, il a reçu une ovation et a laissé monter les Zemmour présidents. Dans le brief que m'ont fait les mecs de Valeurs Actuelles, ils m'ont dit bon, ce qui serait important, c'est que tu mettes les gens à l'aise, qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre écurie politique. On n'est pas là pour orienter la vie de nos lecteurs. L'important, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'à la fin, tout le monde rentre à la maison en se disant, au fond, Zemmour a raison. Alors...
Voilà. Et là, j'ai vu que la moitié de la salle était partie après l'intervention d'Éric Zemmour, enfin une grande partie de la salle. Et par contre, le passage a bien été repris évidemment sur tous les réseaux sociaux d'Éric Zemmour. Par contre, et Gaspard Proust a été parfois remercié, mais effectivement, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec l'humoriste Gaspard Proust. Mais le rôle des artistes est-il de prendre position sur des sujets de société? C'est une vaste question. Eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur le sujet. Pendant la crise sanitaire du Covid, certains sont restés confinés, silencieux, tranquilles. D'autres ont écrit des lettres sur Instagram, comme Nicolas Bedos, pour se libérer. Et les derniers n'ont pas hésité à partager plus ou moins légèrement leur colère, comme ce fut le cas notamment de Fabrice Lucchini et Jean-Marie Bigard. Eh bien, François Cluzet n'a pas du tout aimé leurs commentaires. Absolument. Et il a profité de son passage dans En Aparté sur Canal+, pour lâcher un coup de gueule, un vrai. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une fois. Non, mais ce sont des cons, je vais vous dire, ça m'arrive d'être con, hein. Et ça m'est arrivé peut-être plus de fois qu'aux autres. Mais là, ce sont des cons parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux. Mais ferme ta gueule. Et vous regrettez après ou pas? Mais non, je ne regrette pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant, allez tous vous faire... Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils ont un ego comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix? On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir? Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Lucchini, Bigard. Non, c'est vrai, merde. On est des acteurs, on est au service du public. Et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant « Oui, mais le gouvernement m'a tête... » Mais on s'en fout. Écrase-toi, le gouvernement t'y est, au gouvernement, tu la veux, la place. C'est François Cluzet. Bonjour Gérard Lanvin. Vous l'avez pas entendu? Non, j'ai juste eu un petit extrait de tout ça. Je ne sais pas ce qui a déclenché ce tsunami. Je crois qu'il était interrogé et d'un seul coup, il a laissé exploser sa colère. C'est son tempérament. Ouais. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je vous prends comme ça, vous venez d'arriver dans le studio. Je suis pas au courant de la chose. Non, c'était par rapport aux comédiens type Bigard ou Lucchini qui ça n'est pas mon propos. C'est pas voilà. Et il y a eu une réponse. Oui, effectivement, puisque du coup, Jean-Marie Bigard était lui sur le plateau de Touche pas à mon poste le soir même et il a répondu. Il demande à moi de fermer ma gueule, que je suis taillé pour l'ouvrir tout le temps. Ouais. Donc c'est sûr que il va m'accuser d'ouvrir ma gueule, mais je peux moi aussi être fier de l'ouvrir quelquefois. Et je sais que Fabrice Lucchini n'a pas envie du tout de laisser une suite à quoi que ce soit. Il trouve, comme moi, que c'est lamentable. Ce qu'il a fait, c'est juste ridiculiser tout seul. On n'a pas besoin de l'attaquer. On pourrait l'attaquer en justice pour injure publique, mais je lui en fais cadeau. Je veux rappeler à François Cluzet que de lire des livres comme le fait Fabrice Lucchini, c'est qu'il nous rappelle tout simplement à tous, et pour tout le métier, que le plus important, c'est le conteur. Ouais. Ça n'est pas l'histoire. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc le débat était de savoir si les artistes étaient enclins à prendre de position sur des sujets de société. Oui, bien sûr, les artistes doivent prendre des positions. Vous êtes engagé le 8 mars contre les violences faites aux femmes? Bien sûr, mais non, mais ça chacun a son histoire à défendre. En l'occurrence, un artiste peut aussi ouvrir sa bouche. Et allez, on va terminer comme toujours en douceur, en contraste aussi. Gauthier Capuçon, violoncelliste français, était en Ukraine. Il a posé son téléphone devant les bâtiments en ruine de Kharkiv, s'est assis sur un tabouret et a laissé la magie s'opérer. Merci Joseph pour ce zapping. Vous la regardez la télé, Gérard Lanvin? Bien sûr. Ouais. Vous regardez quoi? Tout. Je zappe. Les Marseillais? Ah, les Marseillais. ça c'est une angoisse pour moi, cette génération-là. C'est pas, de les voir parler, de les entendre, de voir leur comportement, c'est aberrant. Quoi. Ouais. Comment peut-on être aussi stupide? Pour non, mais c'est vrai, c'est lamentable. Mais bon, après, d'autres en ont besoin.
Oui, certain. Vous regardez quoi alors, tout? Oui, je regarde sport, tout, je survole tout en fait. Ouais. Oui, non, je suis assez dans le documentaire, aussi dans l'actualité, et puis les plateformes. Les plateformes, bien sûr. Ouais. Non, je suis un client, oui. Un client de la télé. Fidèle, ouais. Fidèle. Gérard Lanvin, donc on est ravis de vous recevoir. Je croyais qu'il y avait Fabien Otteniente avec vous, mais non, vous l'avez perdu en cours de route, mais on est tout de même très heureux de vous avoir. Je me disais que vous étiez un comédien formidable, vraiment. Enfin, Merci. Non, mais vous êtes trop rare et pour des gens comme moi, vous nous avez accompagnés sur une longue période et je trouve qu'on vous rend pas assez hommage. Voilà. Donc je voulais le faire ce matin. Non, je pense sincèrement. Et ce soir, vous êtes particulièrement émouvant dans cette fiction, donc réalisée par Fabien Otteniente, Les Enfants des Justes. Donc c'est adapté du livre de Christian Signol avec Mathilde Seigné, qui est aussi formidable. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir. C'est la première fois que Fabien Otteniente signe un drame, enfin un drame ou une fiction un peu dramatique. Oui, en fait, Fabien est quelqu'un qui est assez sensible. Les gens le connaissent pas. Moi, je le connais bien parce qu'on a travaillé 2-3 fois ensemble. J'ai été vers lui parce que j'avais vu un téléfilm sur Laurent Fignon. Je ne connaissais pas Laurent Fignon, l'homme en tout cas, que Samuel Le Bihan, que j'aime beaucoup. C'est un pote magnifiquement interprété dans son moment de vie le plus pénible, c'est-à-dire sa maladie, etc. Et j'avais dit à Fabien, j'ai bien aimé ton truc, là, si un jour on peut se retrouver, non pas pour une comédie, mais pour quelque chose de plus subtil, ça serait intéressant. Il m'a proposé ça, et j'ai dit oui, bien sûr, avec Mathilde Seigné, que j'ai appelé. C'est vous qui l'avez j'ai voulu qu'elle participe à ça, parce qu'elle n'avait plus l'envie. Yves Régnier, son ami, était mort. Son père aussi, elle était dans une histoire de vie un peu hard qu'elle voulait pas forcément partager avec les autres. Mais je le dis, si, viens, d'abord, ça va te faire oublier la chose, et puis on a quelque chose à faire en commun, puisque jamais personne ne nous a proposé quoi que ce soit ensemble, alors qu'on fait partie de la même, de la même famille, de la même sorte d'individus. Ouais, absolument. Vous vous étiez retrouvés quand même sur jamais. On a fait camping ensemble. Oui, camping, c'est ça. Ouais. Mais moi, depuis toujours, j'avais repéré Mathilde. Je me suis dit, c'est une partenaire intéressante pour moi. Que vous ayez effectivement le même type de fonctionnement. On a l'impression le même type de caractère. Et là, ce soir, c'est vraiment deux rôles très particuliers. Virgile et Blanche, qui sont des gens ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont réalisé des choses extraordinaires, à savoir cacher des enfants juifs. Oui, c'est un couple qui vit sur l'habitude. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants, donc ils ne s'en veulent pas de ça. Mais c'est un couple de campagnards, donc c'est des gens qui vivent en autarcie, en autonomie. Ils voient pas beaucoup de gens, ceux du village d'à côté. Bon, Virgile, c'est quelqu'un qui est connu parce que c'est un menuisier. Et tout d'un coup, ils sont sollicités par un toubib de la région, qui est joué par Philippe Torreton, et magnifiquement. Formidable. C'est l'occasion ou jamais de réagir à un quotidien qui n'a plus vraiment d'intérêt, à part de s'aimer évidemment, mais d'être dans des habitudes. Voilà, ils vont devenir, on va pouvoir dire le mot héroïque. Oui, absolument. Mais on est cueilli par les images, par la Dordogne. Ça se passe en Dordogne. Ce sont de belles images et l'émotion est là dès le départ. Il y a cette, c'est presque un film de cinéma. Ça m'a un peu fait penser au Grand Chemin. Oui, mais c'était la volonté qu'on avait au départ. Vous savez, il y a eu des grands films. Louis Malle a fait La Combe Lucien, nous a proposé des réflexions sur cette époque où tout se révèle finalement chez les gens. Là, on était dans l'horreur de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression que ça peut revenir très vite. Il suffit d'un fou furieux, d'un malade mental, et qui vous permettent d'avoir une réflexion sur ces époques-là. Donc il était important pour moi en tout cas de faire cet unitaire. On a vu le village français, on a vu toutes ces séries sur cette époque. Mais il faut continuer à en faire pour ne serait-ce que se souvenir et transmettre.
transmettre et transmettre. Vous aviez lu le livre de Christian Signol ou pas? Non, vous l'aviez pas lu. Alors on a des auditeurs qui réagissent, sont très nombreux ce matin. Je crois que vous n'êtes pas conscient de la popularité que vous avez et de ce que vous représentez pour les Français. Voilà, mais tant vraiment. mieux en même temps. Oui, mais Gérard a été visionnaire avec son film Les Frères Pétard, l'exacte copie de notre temps. Oui, les Frères Pétard. C'était il y a longtemps, mais c'est vrai que c'était un film. Alors, pour vous, Gérard, est-ce qu'il vaut mieux vivre en autarcie et rien voir du monde ou être informé comme de nos jours? Non, je pense qu'il faut être informé, bien évidemment, parce que sinon c'est un comportement très perso, égoïste, qui se renfermer sur soi-même n'a aucun intérêt. Ouais, ça fait évidemment écho avec la situation d'aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de penser, quand on voit ces images de guerre qui sont, enfin, d'occupation, de penser à ce qui se passe en Ukraine, évidemment. Et de ces gens dont la vie, le quotidien a été complètement bouleversé. Enfin, imaginons que ce soit nous. C'est aux portes de l'Europe. On a affaire à un individu qui n'a pas du tout les mêmes raisonnements que nous. Il n'a pas du tout les mêmes comportements, donc c'est très difficile de faire. Et ce que fait M. Macron, ce que fait l'intervenance, mais qui ne sert pas forcément à grand chose. D'aller discuter avec un mec qui est déterminé à foutre le monde en l'air. Si tout ça. C'est très très particulier de voir qu'en 10 minutes vous avez les mêmes images, que c'est comment dire, tout cet exode de population, sauf que là ils sont en couleur. À l'époque on avait ça en noir et blanc, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est la même chose. Et c'est très perturbant. Et moi, si vous voulez, ce que je ne pardonnerai jamais à ce genre d'individu, c'est de taper les femmes et les enfants d'abord. Nous, on avait une expression, les femmes et les enfants d'abord, pour les sauver, parce qu'il y a de l'amour et de l'affectif. Lui, il a aucun amour de rien. Donc, les femmes et les enfants d'abord, il se permet de les bombarder. C'est une ordure pour moi. C'est clair, net et précis. Vous chantez également. Vous avez un carton quand même. Vous allez faire l'Olympia. Je vais faire l'Olympia, les Francopholies. On n'est pas loin du disque d'or. Dans cette aventure que m'a proposé mon fils, qui est une aventure incroyable, moi j'ai écrit ces textes, c'est passé dans les instances du blues, du rock'n'roll, tout le monde a aimé ça. J'ai un groupe de tueurs derrière moi. Super musiciens. Moi j'ai vu le clip, là j'ai regardé le clip. Johnny Gallagher en passant par Baco, en passant par des musiciens formidables qui viennent parce que mon fils est un grand bluesman et qu'il le respecte et qu'il l'aime, et donc il s'est occupé et préoccupé de tout ça. Il a fait. Comment vous expliquez cette relation avec votre fils qui est vraiment très très fusionnelle en fait? Avec mes deux fils, j'ai une relation très fusionnelle. On est une famille fusionnelle. D'abord parce que j'ai eu le temps de m'occuper d'eux, j'ai eu le temps parce que j'ai eu de la chance au départ de l'aventure de faire l'acteur. Là, il y a eu des gros succès qui m'ont permis de ne pas me disperser. J'avais suffisamment de travail. Un film par an me suffisait et j'ai pu élever mes enfants, j'ai pu être près d'eux et surtout voir leur évolution. Et puis à partir de là, il y a de la complicité. Et puis un couple aussi solide. Un couple solide parce que j'ai eu de la chance de rencontrer une femme qui me correspond. Voilà, je ne fais aucun effort, moi personnellement. C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'avoir une exactitude ensemble, c'est-à-dire on s'est rencontrés par hasard et le hasard a bien fait les choses, on s'entend bien. Voilà. On peut écouter un petit extrait du prochain single qui est un hommage à Jennifer, votre femme. Elle m'a donné 2 garçons, fait de moi un daron. Elle m'a pardonné mes erreurs, malgré tristesse et douleur. C'est ma princesse, pleine de valeur, loin des bruits, des rumeurs. C'est ma femme, mon bonheur. J'adore, c'est génial. Hein, ça fait un peu penser à Renaud par certaines sonorités. Renaud, on a de l'affectif ensemble. Hein, Vous le voyez toujours? Non, malheureusement, il est loin. Et puis, il n'est pas forcément dans un état disponible. Néanmoins, il m'a invité à ses 70 ans, donc faire le chanteur, chanter Marche à l'ombre. Génial. Et je vais y aller parce que, au-delà du trac que ça implique, il y a une histoire d'amour avec Renaud pour moi. Ah oui, il y a une vraie on s'est connus jeunes. Vous êtes connus jeunes et puis on a fait un peu de. Il y a du trac d'aller sur scène chanter avec lui?
Je ne sais pas si ça sera avec lui chanter, mais en tout cas, il y a le trac d'être invité dans une histoire qui n'est pas au départ celle que vous avez choisie. C'est les circonstances qui ont décidé de ça, et tout d'un coup, il faut être devant un micro et chanter. Et j'ai vu Daniel Auteuil aussi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. J'ai beaucoup aimé. Et je suis content parce que ça prouve que nous avons des intentions aussi de partager avec du public nos mots sur des musiques. Daniel, il fait partie aussi de cette volonté-là. Ouais. Comment vous avez géré votre carrière? Justement, vous dites j'ai fait un film par an, ça me suffisait pour vivre. Ça a toujours été ça et c'est encore ça aujourd'hui? Ou vous aimeriez tourner plus? Non, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de disponibilité pour tourner. Mais vous dépendez du désir des autres. Il faudrait qu'ils se réveillent un peu parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des choses bien. Et on vous faire quoi, le film de plus, c'est pas très intéressant, si ce n'est que pour payer ses impôts et bouffer. Mais vous avez envie de faire quoi? Moi, j'ai envie de travailler avec des metteurs en scène qui ont du talent, qui ont l'envie. J'ai jusqu'à présent eu cette chance. Je voudrais que ça continue. Mais il faut correspondre à un moment pour eux. Ils se disent, tiens, pourquoi on n'appellerait pas un tel? Il faut correspondre à un moment, à une écriture. Et là, c'est pas le moment? Là, il y a eu des choses. Là, il y a un truc. Bon, j'ai des festivals donc signés, etc. Et il y a Albert Dupontel qui m'appelle. Voilà. Et donc, je suis obligé de dire, Albert, je peux pas. Je vais être occupé, mais c'est affreux. Ah oui, elle tournait avec Albert Dupontel, c'était un bon... surtout la manière dont il m'a proposé ça, quoi. Voilà. Donc il y a un moment où il faut faire des choix aussi. Mais j'ai cette aventure à vivre que je vais vivre avec passion et avec bonheur. C'est génial. Ce soir, donc, on va vous retrouver sur France 2 dans cette fiction formidable. C'est une soirée, c'est une grande soirée sur France 2. Derrière, un documentaire dans le cadre d'Infrarouge, la rafle des notables, qui est adapté très librement du livre d'Anne Sinclair, mais qui concerne une partie de cette histoire qu'on connaît moins, c'est-à-dire des notables, tout ce qui faisait un peu les gens riches, intellectuels qui ont été raflés. Donc c'est à suivre. Vous allez le regarder ce soir, votre fiction. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu en projection sur un grand écran. Alors, ce que je vais même vous êtes d'accord pour dire que c'est un film cinéma? Oui, non, mais on a eu une chef-op incroyable, italienne, Kika. Magnifique. Je veux dire, il y a eu un choix de la part de Fabien sur son équipe qui était même les détails dans les fringues. Tout le monde avait ce talent de vouloir le faire, cet unitaire. Et encore une fois, je vais le regarder comme un spectateur de télévision. Je vais voir ce que ça donne, parce que j'ai pas l'habitude de faire des unitaires, moi. Oui. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant dans la mesure où ça prend 23 jours et on fait que bosser. Voilà, on n'a pas un moment où on est sur une chaise avec son nom dessus à s'emmerder pendant 4 heures. Non, là, il faut y aller et j'aime bien être dans l'action, moi. Et donc, c'est en tout cas vraiment, vraiment bien. On va écouter la bande-annonce. Elle a encore qu'à essayer de passer la ligne. Inédit, mercredi soir, les enfants des justes. On a besoin d'un gars comme vous, qui connaît la rivière, pour faire passer des gens. Et ces gens-là, après, ils vont... Moins t'en dis, mieux c'est. Arrêtez tout de suite ou j'appelle mon oncle. Quel oncle? C'est que tu nous caches un beau brin de fille dans ta tanière. Madame? Il me semblait que vous n'aviez pas d'enfant, Madame Laborie. Et alors vous en avez 2 maintenant? Où est-ce que gros, tu sais? Faudrait que quelqu'un nous dénonce. Je peux te faire confiance. Les enfants des justes, de Fabien Antoniente, avec Mathilde Seigné, Gérard Lanvin et Philippe Torreton, mercredi soir à 21h10 sur France 2. Et juste, alors Fabien Antoniente n'est pas là, mais France 2 lui a dit oui tout de suite quand il a proposé ce projet, parce qu'il a, comme vous le dites, pas cette image en camping, jet set, etc. C'est pas son image de faire des films comme ça. Non, mais il a un caractère intéressant, Fabien, parce qu'il sait vous convaincre. C'est quelqu'un de propre, d'honnête, avec les choses à faire et les décisions à prendre. Et Thierry Langlois, le producteur... l'a entendu. Il a compris que Fabien avait une envie. Voilà, cet univers à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup tendance à aimer les autres quand même. Il a une réputation dans le cinéma parce que c'est quelqu'un
très speed sur un tournage. Il est obligé. Il y a aucun moyen de perdre du temps sur un film aujourd'hui. Donc il faut être dans l'énergie et parfois le dire suffisamment bien ou suffisamment mal, mais pour qu'une équipe vous suive parce qu'elle est fatiguée. En cela, moi, je le trouve opérationnel. Moi, ça me dérange pas. Son caractère m'intéresse. Ouais. Et il est dur ou pas sur un tournage? Parce qu'il a l'image du rigolo. Non, il est concentré, il est volontaire et il a vraiment. Moi, j'ai appelé Fabien. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses à revoir sur l'écriture. Il faut qu'on s'enferme 3 jours. Ah oui, vous avez participé. Bien sûr, il est archi disponible. Et je voulais donner un peu d'humour à ce Virgile qui n'en avait pas au départ. Ouais. Donc on a travaillé ensemble. Moi j'aime bien travailler avec lui. Mais c'est important, pour vous toujours qu'il y ait ce petit côté un peu décalé qu'on ressent vraiment bien. En plus dans le personnage, lui c'est un peu un taiseux. Il est beaucoup moins expansif. Mathilde Seigné dans son rôle Blanche, elle a du tempérament. C'est elle un peu qui prend la décision d'ailleurs de dire oui. Et c'est elle la patronne dans ce couple. Lui il suit, mais il est bon voilà. On va pas en dévoiler plus, mais regardez ce soir. C'est vraiment un très très beau film, Les Enfants des Justes, donc adapté du livre de Christian Signol avec Mathilde Seigné et Gérard Lanvin, qu'on aime infiniment. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer le 10h midi. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.